Quand te mailles te poisos, mon fils, quand te mailles te poisos, mon entre-fils. De me maio poia pagu, papa gönen döte. Papui make anjika heima, comme vous êtes Chers amis de la tradition, nous voilà à notre dernier rendez-vous avec notre cycle de rencontres avec les mots, les objets, les chansons et les réflexions concernant notre tradition valdôtaine. Aujourd'hui, avant d'aller rencontrer la personne qui va nous dévoiler les derniers secrets de la tradition, nous allons encore vous laisser découvrir un objet mystérieux que nous vous invitons à observer attentivement. Et vous aurez tout de suite après la solution, comme c'est le dernier rendez-vous de ce cycle d'émissions. Donc, on vous laisse découvrir l'objet et à tout à l'heure. Questa cosa sì è a Garbagna, una Garbagna. Garbagna che è una cosa che era fatta per portare i gerenni, Rugial ovviamente, in montagna, quanti gente hanno in montagna, per avere i freschi, per le feste di via mattina do Rugial, quindi era la sveglia, era anche la sveglia. Venivano fatte signora Mansi da sì che facevano i sostoni, i sesti, e facevano anche i carbagni ovviamente. Stasera è particolarmente bella perché è fatta di vimini, come si C'est pas comme lei, c'est pas che lei, c'est le canne. Gurin, fatta di gurin, quindi è anche ben strutturato, io sul coperchio, insomma, fatta. Sembra un sapé. È una cosa un po' particolare. Et nous voici arrivés au siège des traditions valdôtaines. C'est l'association valdôtaine qui porte dans son nom le mot tradition. Donc il était vraiment important pour nous de terminer ce cycle en visitant un peu le siège et en découvrant aussi quelques aspects peut-être pas connus de tout le monde concernant le comité des traditions valdôtaines. Nous sommes ici avec le président Alessandro Celi. Bonjour. Bonjour. Et donc on voit qu'il y a toute une série d'objets, on va dire un peu mythiques dans cette salle. Oui, on peut partir du drapeau de la société ouvrière. Il faut dire que le siège actuel du comité de tradition était, jusqu'à il y a 20 ans, le siège de la société ouvrière d'Ost. Société ouvrière née en 1873, qui nous a légué le siège et dont nous conservons le drapeau avec toute une série de symboles liés à l'idée de la fraternité et de la collaboration, la coopération entre les ouvriers, mais plus en général entre tous les adhérents. Au-delà de ça, le siège se compose... Oui, peut-être seulement une question pour ceux qui ne connaissent pas la société ouvrière. Il s'agit de quoi en réalité? C'est une société de secours mutuel? Oui, c'est ça. Les sociétés ouvrières naissent pendant le 19e siècle et l'idée était vraiment celle, on peut faire une comparaison avec les syndicats actuels.
tout en ayant notre statut et surtout à l'époque, la ville d'Ost n'avait vraiment pas des usines, donc d'ouvriers, mais c'était plutôt des artisans et même de représentants de la bourgeoisie qui quand même étaient sensibles aux nécessités des moins aisés. Donc la société ouvrière comme lieu de rencontre entre, on peut même dire une bourgeoisie un peu paternaliste, mais quand même une bourgeoisie qui avait envie d'aider les moins aisés, et de l'autre côté, les artisans qui n'avaient pas de caisse mutuelle, donc c'était aussi une sorte d'assurance pour le travail. En effet, ce siège, ce n'est pas seulement le siège du comité de tradition, mais aussi la section, l'antenne valdôtaine de l'Union de la presse francophone, ainsi que nos racines, donc l'association des groupes folkloriques valdôtaines, et surtout la Société de la flore valdôtaine, qu'après l'Académie Saint-Anselme est la plus ancienne des sociétés savantes valdôtaines, ont leur siège ici. Donc, ce lieu est vraiment, on pourrait même le définir avec pas trop de modestie, mais quand même, c'est la réalité, un haut lieu de la culture valdôtaine, parce que c'est vraiment le lieu où se rencontrent différentes sensibilités, toutes liées à la culture et aux traditions de la vallée d'Ost. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut encore découvrir dans cette salle? Dans cette salle, il y a tout naturellement la collection des flambeaux à partir de la création de la revue en 1948-49. Donc, les gens qui visitent ce lieu trouvent à leur disposition la collection complète. Et encore, il y a toute une série d'objets liés, d'artisanat, liés aux personnages de l'histoire valdôtaine, tels que Jean-Baptiste Serlogne. Et après, on a surtout la bibliothèque et les archives des différentes associations qui ont leur siège ici. C'est-à-dire que quand on parle, nous, dans notre émission de musée de la tradition valdôtaine, ici, il y a déjà toute une collection qui pourrait... En effet, ce n'est pas un musée dédié de façon spécifique à l'artisanat plutôt qu'aux revues ou à d'autres volets de la culture valdôtaine. C'est vraiment un dépôt, une accumulation des témoignages des différentes activités conduites par les associations qui ont leur siège ici. Par exemple, on a encore une collection d'affiches qui date déjà des années 50 et 60, qui témoignent de toute l'histoire et des activités conduites par le comité de tradition. Le comité de tradition a été un peu disons, à l'origine de toute une série d'activités qu'aujourd'hui sont conduites par d'autres associations. On peut penser au sport de Notre Terre, ou à la bataille de Rennes, ou au choral, au groupe folklorique. Après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait presque rien de tout cela, et ce fut le comité de tradition a donné naissance à pousser les valdôtaines à s'engager et à créer toutes ces réalités qui existent encore aujourd'hui et que, heureusement, sont autonomes, c'est-à-dire qui ne dépendent plus du comité. Elles ont grandi et elles ont été capables à se conduire toutes seules sans avoir besoin du comité. Comité qu'aujourd'hui réserve la plupart de son activité et à la publication du Flambeau, donc la seule revue vraiment valdôtaine, c'est-à-dire qu'elle est écrite et en français et en patois, et il n'accueille pas d'écrits en italien, c'est vraiment, disons,
la revue qui témoigne de plus la francophonie et l'amour pour le patois dans les deux langues de la tradition valdôtaine. Et donc, on est ici dans ce haut lieu, on va dire, de la tradition. Je pense qu'on pourrait faire un petit approfondissement sur votre point de vue, hein, en tant que président du comité des traditions valdôtaines et en tant qu'historien aussi, parce que vous êtes historien, sur ce que vous entendez par tradition. On peut peut-être s'asseoir, on sera peut-être mieux installé. Vous préférez vraiment au siège? Alors, si vous voulez rester ici, moi, je prends... Qu'est-ce que c'est la tradition pour vous, donc? Alors, le conseil de direction du comité de tradition s'interroge depuis longtemps sur la signification aujourd'hui du mot tradition. Certainement, disons, le public ou les associés qui adhèrent au comité de tradition ne représentent plus la société valdôtaine d'il y a 70 ans. Donc, par quel moyen, de quelle façon parler de tradition aujourd'hui? Je crois, et c'est un peu la réponse qui s'est donnée le conseil de direction, donc celle qu'on cherche à diffuser et à rendre visible, surtout par nos initiatives et surtout pour la publication du flambeau. La tradition, c'est avant tout un héritage, quelque chose que les générations précédentes lèguent aux générations suivantes. Mais quel est le contenu de cet héritage? Je crois que ce n'est pas seulement une façon de se comporter, donc une façon de vivre, mais ce sont surtout les valeurs sur lesquelles cette vie se déroule. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Je fais un exemple, peut-être ça devient plus clair. Certainement, les paysans, les campagnards d'aujourd'hui ne vivent plus les mêmes conditions d'il y a un demi-siècle et plus. Mais en même temps, l'amour pour la terre, l'amour pour la montagne, l'amour pour le paysage, pour l'environnement, reste et doit rester toujours le même. Donc, on doit en quelque sorte habiller d'un vêtement nouveau des contenus et des valeurs qui sont celles et ceux que nos ancêtres nous ont légués. Et en effet, nous avons vu au cours de notre cycle d'émissions beaucoup d'objets, parce qu'on partait de quelque chose de beaucoup plus matériel, donc beaucoup d'objets de la culture matérielle. Mais c'est vrai qu'à travers le choix des objets que les personnes que nous avons rencontrées choisissaient au fil du temps, on voyait qu'il y avait effectivement des valeurs et une façon d'interpréter le passé et le sens d'être valdôtain sur cette terre aujourd'hui. On voyait beaucoup d'objets dont la signification était montrer l'effort, montrer la valeur du travail, l'importance de l'engagement et de tout ce qui a été fait pour construire la vallée d'Aoste de nos jours. Et aussi beaucoup d'affection pour ce passé, qui est quand même un passé partagé et un héritage dans lequel une communauté se reconnaît, disons, un peu globalement. Quelle a été la réponse du public aux émissions? C'est-à-dire, vous avez parlé de la tradition, vous dites que la tradition évolue. Quelle réponse, si vous avez des réponses de la part du public? On a beaucoup de réponses. Déjà, la réaction, quand il s'agissait d'accepter ou de ne pas accepter d'être filmé, de faire filmer des objets, de dire devant la caméra ce que ces réflexions pouvaient suggérer aux différentes personnes. Donc beaucoup déjà d'intérêt à ce niveau-là, dans cette phase. Nous avons aussi une page Facebook, donc là aussi les gens ont participé d'une façon assez enthousiaste, on va dire,
pas tellement pour écrire de longs textes, mais pour nous inviter à venir voir leurs objets ou bien en nous envoyant des photos de quelques objets dont ils voulaient avoir notre réponse, notre réflexion dessus. Et surtout, nous avons eu après beaucoup de réponses effectivement explicites quand on a vu les objets que les personnes mettaient en avant comme représentatifs de la tradition valdôtaine. Des objets donc de la culture matérielle, comme je disais, et des objets qui véhiculent une certaine représentation du passé, de la culture, du vivre sur ce territoire. Donc, beaucoup d'objets. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que très souvent, les motivations dans le choix des objets n'étaient pas tellement de type esthétique, donc ce n'était pas tellement le bel objet qui était mis en avant, mais c'était toujours un objet qui avait une signification profonde pour les personnes qui nous montraient les objets. Dans une série passée, on a introduit aussi une question: quel aspect de la tradition valdôtaine préfériez-vous effacer ou quand même repenser? Et là, c'est intéressant parce que ceux qui ont vécu profondément dans la tradition valdôtaine avaient vraiment envie d'exprimer d'une façon critique certains aspects de la culture passée qui n'étaient pas forcément conformes à leur valeur, à leur idée de la vie. Donc certaines choses ont été vraiment repensées, alors que peut-être des personnes plus jeunes ou qui étaient un peu plus extérieures à un certain monde, peut-être rural ou quand même senti comme plus traditionnel, osaient moins être critiques vis-à-vis de certains aspects et avaient donc une idée un peu plus idéaliste de tout ce qui est passé, de tout ce qui est culture valdôtaine. Et vous, quel objet pourriez-vous nous montrer? Je reprends un mot que vous venez de prononcer, c'est-à-dire le mot partage. Je crois que tout à côté de l'orgueil, et j'emploie ce mot dans le bon sens, du travail accompli, donc la fierté d'avoir construit par ses propres mains un objet ou un champ ou un fromage, donc tous les produits dont la vallée d'Aoste est riche, il faut aussi savoir les partager. Alors il y a un partage qui est un partage matériel, mais il y a un partage qui est un partage aussi immatériel, c'est-à-dire on doit faire connaître ce qu'on a fait. Et c'est pour cela que je reviens sur la revue du comité de tradition, sur le flambeau. J'aimerais bien que dans toutes les familles valdôtaines et de tout le monde qui habite, tous les gens qui habitent les vallées d'Aoste, soit présent le flambeau, parce que c'est vraiment le moyen pour partager nos expériences. À un certain moment, on a commencé à publier dans le flambeau des articles qui parlaient des paysans, des agriturismes, donc des nouvelles façons de vivre le pays, de vivre la campagne, et aussi d'employer les langues de la tradition. Donc, plutôt qu'un objet de l'artisanat ou un produit agricole, je crois que le flambeau en tant que miroir d'une certaine idée de la vallée d'Aoste, une idée que pour nous est celle liée à la tradition et qu'on doit continuer à promouvoir et à maintenir. Si en cas contraire, on serait noyé dans la masse sans caractéristiques disons, que la civilisation d'aujourd'hui nous propose. Par contre, on doit sauvegarder une identité, alors tradition en tant que sauvegarde d'une identité,
tout en sachant que l'identité n'est pas une identité figée donc qui ne peut évoluer dans le temps, tout au contraire. L'identité est quelque chose qui change, mais en même temps doit maintenir les valeurs sur lesquelles cette identité est fondée. Donc un flambeau, une revue qui est un peu un creuset de toute cette réflexion en devenir, on va dire comme ça, et en même temps l'objet, le flambeau, est quand même significatif quand on parle de tradition, d'héritage, de passage d'une génération à l'autre. Absolument. Le flambeau est pas seulement un creuset, c'est vraiment, disons, une boîte dans laquelle tous ceux qui s'intéressent à la vallée d'Aoste peuvent proposer leurs recherches, le résultat de leurs recherches, mais aussi seulement décrire ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on réserve toujours un article à la foire de Saint-Tour et au vainqueur du prix Vietti. Donc, un artisan qui doit présenter en quelque sorte son travail et décrire l'objet qu'il a fait par ses mains. Mais de l'autre côté, et je propose vraiment deux exemples fort différents, on va accueillir des articles de linguistique. Il y a pas mal de chercheurs qui arrivent ici. Depuis une dizaine d'années, on a eu des gens venant de France, de Suisse, de la Russie, etc. Donc, c'est vraiment une boîte pour contenir tout ce qui a à faire avec la vallée d'Aoste. Et le flambeau, je le vois toujours plus comme un moyen pour partager des expériences fort différentes. Un paysan n'est pas un prof d'université qui fait de la linguistique, mais tous les deux peuvent s'enrichir réciproquement en parlant de la vallée d'Aoste. J'espère que le flambeau puisse continuer dans cette démarche encore pendant tout le siècle qui s'ouvre devant nous. Aux amis de la tradition qui nous ont suivis au cours de ces années et qui ont produit des réflexions intéressantes, qui nous ont sollicité à aller voir des objets, à écouter leurs idées, leurs mots, etc. Nous disons donc de profiter aussi de ce moyen plus conventionnel, évidemment, c'est une revue, donc quelque chose qui permette aussi de collecter leurs idées et de conserver une phase de cette réflexion sur la tradition. Et il faut dire que nous aussi, au cours de ces années, nous avons vu évoluer aussi un peu les idées du public de la tradition, parce que nous avons vu s'affiner le choix des objets qui nous étaient proposés au fil du temps. Donc ça signifie que quand même une réflexion a été instillée à travers nos émissions et les gens ont compris qu'il fallait chercher un peu plus loin. Ils ont trouvé des choses très originales dans leur grenier au fil du temps et ils se sont posé le problème de retrouver le sens de ces objets ou de ces bouts d'objets. Parfois, ce n'était même pas un outil complet. Et donc, voilà, de quoi aller interroger les voisins ou les aînés de la famille pour mieux comprendre de quoi il s'agissait, retrouver les mots, etc. Donc, voilà, je pense que l'évolution de la réflexion est là. On l'a captée un peu en direct. Et la tradition évolue de cette façon, comme toutes les expériences humaines, toutes les pratiques humaines. Et vous, aurez-vous un mot à partager avec le public de la tradition, un mot de patois que vous aimez particulièrement ou qui est significatif pour vous? Quelle belle question. Plus qu'un mot, ce que j'aime, ce que je retiens vraiment représenter en quelque sorte l'identité valdôtaine, ce sont tous les mots qui ont le son clieux, tels que clienda, cliur, pas trop pour leur signification, mais pour le son. C'est un son clieux que je ne connais pas dans d'autres langues, ou bien dans les langues que je connais, et même en Italie, je ne crois pas dans les différentes langues régionales. Donc, c'est de nouveau quelque chose qui exprime une identité qui est la nôtre, et donc qui mérite d'être
en quelque sorte conservés aussi au point de vue de la phonétique. Donc un ensemble de mots dans lesquels vous reconnaissez le patois valdôtain. Dans lequel je reconnais la façon de parler que nous avons ici en Vallée d'Aoste. C'est ça. D'accord. Oui. Et une chanson. Ah bon, la Clicca Giusta. Est-ce que vous pouvez l'entonner pour nous? Oh là là. No sende se ta ben. No sende se ta ben da perie pezzanti. No sen la Clicca Giusta chi tempelo patue. Che portano la guerra chi fonti de oui. Tant que nos sen nos âtres nos planterem Paris. Tant que nos sen nos âtres nos santerem Paris. Eh bien merci. Sur les notes de la Clicca Giusta, nous allons donc conclure ce cycle d'émissions consacré à la tradition et à la réflexion sur la société valdôtaine et sur la culture valdôtaine dans son devenir. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis au cours de ces nombreuses émissions, de ces nombreuses rencontres de découverte avec tous les aspects de notre culture valdôtaine. Nous disons peut-être au revoir et en tout cas, continuez votre réflexion, continuez à vous regarder autour et réfléchir sur la langue, sur les aspects de la culture, qu'elle soit matérielle ou immatérielle. Au revoir. Quand te maille te poisoz, mon fils, quand te maille te poisoz, mon entre-fils. De me maio poia pacu, papa que n'ende